Merci beaucoup d'être aussi nombreux à ce 50e Performance User Group. Certains, alors c'était peut-être pas là la dernière fois pour comprendre la blague, j'ai déjà annoncé la 50e il y a une séance. Hein. C'était pour faire un bug de concurrence puisque c'est le thème aujourd'hui où Olivier va nous parler du disruptor. Alors certains étaient peut-être déjà là en 2014, on avait déjà fait des séquences sur tout ce qui est pattern de concurrence basse latence. Notamment quand on avait parlé du séquenceur et du conflateur. Là, on va étudier un autre pattern, le disruptor, toujours dans le contexte de la basse latence, parce que c'est des problématiques intéressantes de performance. Et donc, je vais laisser très vite la parole à Olivier, qui est développeur chez RBC Arbitrage depuis 7 ans et qui travaille depuis longtemps sur ce sujet-là. La petite page de pub habituelle pour remercier Octo qui nous héberge depuis bientôt 5 ans, qui vous offre le pot après. On travaille avec Borémy tous les deux chez Octo. On recrute chez Octo sur des sujets autour de la performance, du cloud, du big data, plein de sujets. Donc n'hésitez pas à venir nous en parler avec à Borémy et à moi si vous pouvez être intéressé. Et puis je vous donne ensuite rendez-vous pour le 25 avril, la prochaine séance, avant de laisser la parole à Olivier. Voilà. Un, deux. Est-ce qu'on peut te demander de prendre le micro à main? C'est pour l'enregistrement vidéo. Merci. Pas de problème. Donc, je disais, le talk est découpé en deux grandes parties. La première partie, c'est l'histoire. Je raconte comment le disruptor est arrivé à ABC Arbitrage. Et la deuxième partie, c'est les patterns. Je raconte comment on se sert du disruptor, quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord lever la main si vous connaissez déjà un petit peu le disruptor? Beaucoup de monde, ça tombe bien. Il n'y a pas de partie qui s'appelle « Qu'est-ce que le disruptor ?», mais je vais quand même prendre un petit moment pour vous expliquer comment ça fonctionne. Aussi, mon expérience, elle est uniquement basée sur la version .NET du disruptor, mais la majeure partie des conseils et des patterns s'appliquent également aux versions Java ou C++. Donc, comme on vous l'a dit, je travaille à ABC Arbitrage. ABC Arbitrage, c'est une société basée à Paris. On conçoit des stratégies de trading algorithmique qui s'exécutent sur des marchés dans le monde entier. Notre métier, évidemment, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, c'est une opération financière qui vise à tirer profit d'écarts temporaires de valeur sur des titres qui sont corrélés. Ce sont des stratégies de trading qui sont généralement assez mécaniques et qui demandent un délai d'exécution très court. Donc je commence tout de suite avec l'histoire. Et l'histoire, elle commence en 2010. Donc à l'époque, il y avait deux équipes de développement bien séparées à ABC Arbitrage, l'équipe Auto-Trading et l'équipe Framework. L'équipe Auto-Trading, elle s'occupait de toutes les problématiques front, la market data, les ordres, les automates de trading. Et l'équipe Framework, elle s'occupait de tout le reste, du middle au back, en passant par la recherche quantitative et la gestion du risque. Évidemment, l'équipe Auto-Trading développait en C++ et l'équipe Framework en C#. À l'époque, c'était clair pour tout le monde, y compris pour le management, que le C# n'était pas adapté à des projets qui avaient des contraintes fortes en termes de performance ou de latence. Alors, je dis tout le monde, mais il y avait un petit groupe de développeurs qui se disaient qu'avec un peu de rigueur, ce serait sûrement possible de faire du low latency avec un langage managé. Mais ce petit groupe avait du mal à se faire entendre. Et la transformation, elle est arrivée en grande partie grâce à Java. Alors, au risque d'en déplaire à certains, on ne s'est pas mis à faire du Java. Ce que le monde Java nous a apporté, c'est des retours d'expérience concrets sur des projets low latency en environnement managé. Ces retours d'expérience ont été très importants pour plusieurs raisons. Ils ont renforcé nos convictions, ils nous ont montré que c'était possible, ils nous ont donné des arguments pour convaincre le management, et ils nous ont appris énormément de choses sur des architectures, des patterns, ou même des astuces qui sont adaptées à ce type de développement. Par exemple, c'est à travers des projets Java qu'on a découvert le concept de programmation zéro allocation. Un des retours d'expérience qui nous a probablement le plus marqué, c'est celui de LMAX.
Alors pour les âmes perdues qui ne connaissent pas, LMAX, c'est tout simplement une plateforme de trading devises, c'est-à-dire un marché financier sur lequel on peut acheter et vendre des devises. Le cas LMAX, il est exemplaire parce qu'ils ont implémenté leur plateforme de trading en Java. Donc si un marché financier performant est lui-même implémenté en Java, on a la preuve ultime qu'on peut faire du low latency en langage managé. Ils ont beaucoup communiqué sur leur architecture, avec des blogs, avec des talks, et ils ont open sourcé plusieurs de leurs composants internes. D'ailleurs, quand on recherche LMAX sur Google, le deuxième résultat, c'est leur GitHub, après leur site web. Moi, à leur place, j'en serais fier. Bon, le composant le plus connu de LMAX, c'est le Disruptor, qu'ils ont open sourcé en 2011. Ils ont beaucoup communiqué sur le Disruptor avec un paper, des articles de blog, des talks. 2011, c'est aussi l'année de la création du blog Mechanical Sympathy de Martin Thomson, avec pas mal d'articles qui décrivent le fonctionnement interne du Disruptor. Pour ceux qui ont besoin d'un rappel, donc le Disruptor, c'est une sorte de queue circulaire sur lequel on peut configurer une séquence de consommateurs. Alors j'ai dit une séquence, mais c'est plus puissant que ça. On peut avoir plusieurs consumers qui s'exécutent en parallèle et on peut implémenter des patterns comme le fork join. Chaque consumer, il s'exécute de façon indépendante dans son propre thread. C'est un composant qui a été conçu pour avoir à la fois de bonnes latences et un bon throughput. On peut s'en servir sans générer aucune allocation et même sans avoir de lock ni de synchronisation système. En gros, le Disruptor, il est vraiment utile si vous avez besoin de traiter beaucoup de données rapidement, des données qui arrivent en temps réel. Alors, traiter beaucoup de données qui arrivent en temps réel, c'est quelque chose qui nous intéresse à ABC Arbitrage, mais on ne s'est pas mis à utiliser le Disruptor comme ça. D'abord, il était en Java et personne n'avait envie de faire du Java chez nous à l'époque. Bon, ça n'a pas trop changé. Et ensuite, nos développements critiques, ils étaient toujours faits en C++. Donc, pendant cette période où faire du low latency en C#, c'est encore du domaine du fantasme pour nous, le Disruptor, il est porté en .NET. C'est Olivier Deherle qui s'en est occupé dès la fin de l'année 2011. Donc il n'a pas traîné, c'est environ 6 mois après la sortie du paper de la version Java. Et ça tombe plutôt bien parce que dès 2012, c'est le début d'une petite révolution ABC Arbitrage. On a assez de conviction, on se sent prêt, on a réussi à convaincre le management et surtout, on a un bon projet bien critique avec de grosses contraintes de performance. C'est une brique assez importante de notre plateforme de trading qui doit traiter beaucoup de messages avec des temps de traversée qui doivent rester dans la dizaine de micros. C'est le premier projet sur lequel on applique le concept de programmation zéro location. Et on décide assez rapidement pendant la phase de design d'utiliser le Disruptor. Le projet il est parti en prod en 2013 et c'est clairement un succès. Dans la foulée, on enchaîne en 2014 avec le développement d'un nouveau composant majeur. Cette fois-ci, c'est tout simplement un automate de trading. Alors ça commence par un automate de trading et puis ça devient assez rapidement une plateforme de trading complète avec les dashboards, les backtests et les services de calcul. On décide également d'utiliser le Disruptor. Et il part en prod en 2015 ce projet et c'est à nouveau un succès. Alors on a une sorte de malédiction avec les projets et les outils qu'on choisit d'utiliser à ABC. Par exemple, on repère une lib qui est super bien faite avec des mises à jour fréquentes. On décide de s'en servir et d'un coup, le projet GitHub s'arrête. Ça nous a fait ça avec le Disruptor.NET quasiment, puisque en 2013, le code se fige. Et donc voilà, c'était un petit code mort. Et heureusement pour nous, Olivier Deherle nous a fait confiance et nous a permis de reprendre le projet GitHub en 2016. Donc on a fait une grosse mise à jour dans la foulée, et depuis on est plutôt réactif, et on sort des versions quelques jours après la version des sorties Java, des versions Java. Alors maintenant on est en 2018. Je pense que pour nous et pour le monde entier d'ailleurs, le Disruptor peut être classé dans la catégorie Boring Technology. C'est vieux, c'est stable, ça marche, c'est assez mature pour qu'il n'y ait plus trop d'évolution majeure. Il n'y a peut-être plus rien à dire dessus. Mais il y a quelques semaines, il y a un collègue qui m'a surpris en disant qu'il aimerait bien avoir l'occasion de réécrire le projet Order Router from scratch. Alors sur le coup, ça m'a étonné, parce que c'est un projet qui fonctionne bien, qui est performant, qui a une belle réussite. Et puis je me suis rendu compte qu'on avait tellement appris avec le développement de la plateforme de trading, appris sur le Disruptor, qu'il y avait quand même pas mal de choses qu'on aurait fait différemment. Donc, pour vous faire gagner du temps, pour vous apprendre ce qui a bien fonctionné pour nous et ce qui a moins bien fonctionné, je propose d'attaquer la deuxième partie, les patterns. Alors, si vous voulez utiliser le Disruptor,
La première question que vous allez vous poser, c'est est-ce que je veux m'en servir comme un framework ou comme une librairie? Généralement, on n'aime pas trop les frameworks. C'est lourd, c'est intrusif, c'est trop impactant sur le code des applications. Et en même temps, c'est très facile de voir le disruptor uniquement comme une structure de données, comme une sorte de queue très rapide. Il y a pas mal de personnes, quand on leur demande comment ils se servent du disruptor, ils commencent par faire un beau schéma de leur application, et puis ils nous disent « Ah, je m'en sers là pour communiquer entre des… » Alors, c'est un scénario qui est tout à fait valable, mais généralement, ce n'est pas ce qu'on fait à ABC Arbitrage. Généralement, on décide de structurer nos composants autour du disruptor. Le principe, c'est d'utiliser le disruptor comme un framework de message passing. Et ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça garantit un design d'ensemble propre et cohérent dans votre application. Le message passing, c'est un pattern qui est vraiment intéressant parce qu'il va vous permettre de découper votre application en composants isolés qui n'exposent pas directement leur état et qui communiquent par échange de messages. Par contre, c'est un pattern qui est assez impactant sur l'architecture des applications. C'est assez difficile de l'ajouter après coup. En utilisant dès le début le disruptor comme un framework, vous allez être en quelque sorte obligé d'avoir des composants propres et isolés, et vous aurez un système de communication homogène dans votre application. Deuxième avantage, le disruptor va évidemment gérer pour vous toutes les problématiques de synchronisation associées au message passing. Donc, chacun de vos consommateurs sera en fait un composant monothreadé, et cet aspect monothreadé, il est vraiment important. Quand on code nos composants métiers, on veut pouvoir se concentrer sur la logique, les algorithmes, les structures de données, éventuellement la performance, mais pas sur les problématiques de multithreading. En plus, comme dans la plupart des boîtes de finance, on travaille en collaboration avec des quants. Ce sont des experts fonctionnels qui savent programmer et qui sont amenés à écrire une partie du code de nos applications. Alors, on n'a pas trop à se plaindre de la qualité de leur code, mais il ne faut pas non plus leur demander de faire du multithreading. Et surtout, on travaille dans un contexte où le moindre bug peut coûter très cher. Si on envoie sur le marché un ordre avec une quantité à la place du prix, ça va évidemment très mal se passer pour nous. On a besoin que nos composants métiers soient le plus déterministes possible. On veut que pour un flux d'event, on ait toujours le même comportement. On ne peut pas se permettre d'avoir un bug en production et de dire oh, « je ne comprends pas trop ce qui s'est passé, ça doit être un problème de multithreading ». Donc avoir des consommateurs monothreadés, c'est vraiment une nécessité pour nous. Dernier avantage, évidemment, la performance. En mettant le disruptor au centre de vos applications, vous allez avoir un moyen de communication par défaut qui est ultra rapide. Sans rentrer dans les détails, vous aurez de bonnes latences, une bonne distribution des latences et aussi un bon throughput, à la fois grâce à la latence et grâce au mécanisme de batching. En gros, si vous utilisez le disruptor comme framework dans votre application, c'est fort probable que le bottleneck, ce soit votre code. Je fais un petit rappel de vocabulaire avant d'aller plus loin. Les éléments qu'on met dans le disruptor sont appelés les events, et les composants qui traitent les events sont tout simplement les event handlers. Alors, personnellement, je trouve que le terme event est un peu bizarre. Ça correspond ni aux events de CQRS, ni vraiment aux events de l'event sourcing. En plus, à ABC Arbitrage, on utilise un système de messaging qui a déjà le concept d'event et d'event handler, donc ça nous crée quelques problèmes de langage. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a ni classe de base, ni interface pour les events. Vous pouvez utiliser n'importe quelle classe .NET. Et l'interface des event handlers, elle a juste une seule méthode, onEvent. Donc clairement, même en mode framework, le disruptor n'est pas très intrusif. Alors la classe principale qu'on utilise, c'est disruptor de T. T, c'est le type de l'event, donc vous n'avez qu'un seul type d'event par disruptor. Et comme les events sont préalloués, ce n'est pas possible de faire de l'héritage. Alors, ce n'est pas vraiment un problème si vous avez un disruptor très spécifique qui traite un seul type d'event, par exemple un appender log4j qui va traiter des events de log, mais généralement, vous allez avoir plusieurs types de données différentes à traiter dans votre disruptor. Par exemple, supposons que vous ayez un composant de trading top secret qui s'appelle Xengine. Il va recevoir en entrée des variations de prix, on appelle ça la market data, et puis il va envoyer des ordres. Comme il envoie des ordres, il va recevoir des acquittements et des exécutions. Puis il va recevoir potentiellement plein d'autres signaux de trading. Comment est-ce qu'on peut concevoir un event, une entry pour cet engine? Alors, c'est probable que vous commenciez par créer une enum pour indiquer le type de données stockées dans chaque event. Est-ce que c'est de la market data? Est-ce que c'est une exécution, etc. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Après, vous avez besoin de stocker les données spécifiques de chaque type. Donc pour ça, vous allez probablement créer des
type .NET qui correspondent à chaque valeur de l'enum, marqué data info pour la marqué data, execution info pour exécution, et ainsi de suite. Et après, vous devez stocker ces données dans votre event. Et là, il y a plusieurs options. L'option la plus simple, c'est d'avoir des champs correspondant à toutes les valeurs des types dans votre event. Donc marqué data info, marqué data, execution info, exécution, et ainsi de suite. Donc dans chaque event, vous allez être capable de stocker toutes les données possibles. Dans ce cas-là, moi je vous conseille plutôt d'utiliser des structs. Ça va vous permettre d'inliner les données dans chaque instance d'event. Ça sera un peu plus performant. Mais comme ce sont des structs qui seront un peu grosses, il faudra faire attention à les passer par référence. Alors, dans votre event handler, c'est plutôt simple. Vous testez le type et vous utilisez la donnée associée. Si c'est de la marquée data, j'utilise la donnée marquée data. Si c'est une exécution, j'utilise la donnée d'exécution. Et ainsi de suite. Ça peut sembler un peu violent comme ça de stocker des champs pour stocker toutes les données possibles dans chaque event. Mais en fait, ça a l'avantage d'être plutôt simple et de fonctionner assez bien. La taille des events, elle va être un peu grosse. Mais comme les events ils sont stockés de façon séquentielle en mémoire et accédés de façon séquentielle en mémoire, ils vont être correctement préféchés par le processeur et il n'y aura pas d'impact significatif sur les performances. Alors, ça fonctionne bien, mais il ne faut pas pousser non plus. Ça va dépendre en fait du nombre de données différentes que vous voulez mettre dans vos events. La règle officielle de la doc, c'est qu'il faut que le ring buffer tienne dans le cache L3. Alors, le cache L3, il est très gros, oui, mais vous n'en avez qu'un seul. Et vous avez peut-être envie de faire tourner plusieurs disruptors sur votre machine. Et puis il faut aussi que le working set de vos threads critiques et de vos event handlers tienne dans le cache L3. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée de prendre toute la place. En fait, si vous êtes amené à ajouter très souvent de nouveaux types de données dans votre event, vous finirez par atteindre une taille qui va impacter négativement les performances. Dans ce cas-là, vous pourriez être tenté par une autre option, qui est de faire un design très simple. Vous mettez un seul champ, event data, qui va référencer l'instance correspondant au type de données. Et à chaque fois que vous publiez un event, vous allez spécifier son type et vous allez renseigner event data. Dans l'event handler, en fonction du type, vous allez caster event data dans le type de données associé. Alors, ça a l'air simple et élégant comme ça, mais le problème c'est que vos données, elles ne sont plus préallouées. Et donc, vous avez deux possibilités. Soit vous allouez l'instance de event data à chaque fois, soit vous récupérez les instances à partir d'une pool. Bon, dans les deux cas, les données de vos events, elles seront plus placées séquentiellement en mémoire. Donc vous n'allez plus bénéficier du prefetching, qui est une des raisons pour laquelle le disruptor est rapide. Ensuite, si vous décidez d'allouer, vous allez avoir les poses du garbage collector et leurs impacts sur les performances. Et si vous choisissez d'utiliser une pool d'objets, ça va forcément introduire de la synchronisation. La synchronisation, c'est dangereux. La synchronisation, c'est lent. Bon, pour faire court, c'est un design que je ne vous conseille pas. Il y a une autre option qui ressemble beaucoup à la première, sauf que vous allez stocker toutes vos structures de données dans une struct au même offset mémoire. Field offset 0, field offset 0. Et c'est un peu l'équivalent de faire une union en C. L'avantage, c'est que la taille mémoire de votre event sera limitée à la taille de votre structure de données la plus grosse. Dans le event handler, c'est toujours assez proche, sauf qu'on a .eventData en plus, data.eventData.marketData. Évidemment, ce .eventData, il ne coûte rien puisque c'est une struct. Toute la donnée, elle est inlinée dans l'instance de l'event. Ça ne crée pas de niveau d'indirection supplémentaire. Alors, ça fonctionne assez bien. Ça règle le problème de l'event qui grossit indéfiniment au fur et à mesure qu'on rajoute des valeurs dans l'enum. Donc, ça ressemble à la solution parfaite, mais ça impose quand même deux contraintes. La première contrainte, c'est que vous êtes obligé d'avoir un layout explicite dans toutes vos structures de données. Alors, c'est un peu laborieux à écrire, mais on ne passe pas non plus son temps à ajouter des nouveaux types de données. Par contre, je vous conseille quand même d'écrire un petit test unitaire pour valider les offsets de vos champs, pour éviter les mauvaises surprises. La deuxième contrainte, c'est que si jamais vous avez des références dans vos structures de données, vous êtes obligé de les placer au même offset dans toutes les structures de données. Alors, on n'utilise pas souvent des strings, mais j'en ai mis une là pour l'exemple. J'ai une string en position 0. String, c'est une référence. À cause de ça, je suis obligé d'avoir une référence dans toutes les autres structures de données au même offset.
Et si j'ai pas de référence, puisqu'on n'a pas forcément besoin de référence, on est obligé de créer une référence inutilisée de padding, comme ici. Donc en position 0, je mets aussi une référence pour que toutes mes structures de données aient une référence au même offset. C'est une contrainte imposée par le garbage collector. Alors, évidemment, cette astuce, elle ne fonctionne pas en Java. En Java, je pense que l'option 1, c'est la plus adaptée. Mais si vous avez vraiment beaucoup de données différentes à stocker dans votre event, vous pouvez toujours faire comme Emacs. Emacs, ils ont tout simplement un ring buffer qui est off-heap. Alors, sans aller jusque-là, le principe, c'est que chaque event va en fait être un tableau de bytes. Et ensuite, ils créent des wrappers qui exposent des objets fortement typés par-dessus ces tableaux de bytes. Ces wrappers, ils ressemblent un peu à ce qu'on peut générer avec des serializers comme FlatBuffer ou Cap'n-Proto. Cette approche, elle est clairement plus lourde à mettre en place. Elle vous empêche d'avoir des références dans vos events. Alors, c'est à la fois une contrainte et un avantage, puisque si on n'a pas de références dans les events, on est obligé d'avoir toutes les données à plat dans le ring buffer, et c'est meilleur pour la performance. Par contre, cette approche, elle est vraiment très intéressante si vous avez besoin d'enregistrer vos events sur disque, parce que dans ce cas-là, vous avez juste à recopier le tableau de bytes. Donc, maintenant qu'on a fait le design de nos events, on va peut-être pouvoir créer le disruptor. Donc, on appelle le constructeur. Et là, il faut encore choisir des choses. Mais c'est insupportable le disruptor, ça ne peut pas marcher tout seul. Un paramètre qui ne va pas être facile à configurer dès le début, c'est ring buffer size. Ring buffer size, ce n'est pas la taille initiale du ring buffer, c'est la capacité du ring buffer. Et comme il n'est pas capable de se redimensionner, c'est à la fois la capacité initiale et la capacité maximale. Vous allez me dire que ce n'est pas pratique, que ce serait mieux s'il pouvait se redimensionner tout seul comme une liste. Mais on n'est pas en train de parler d'une petite liste de quelques centaines d'octets. On est en train de parler de la structure de données principale de votre application qui sert à tous les échanges inter-thread. Vous êtes obligé de lui donner une limite de capacité. J'espère que c'est une évidence pour tout le monde que de toute façon, les queues sans limite de capacité, ça n'existe pas. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, il y a déjà des talks entiers dédiés là-dessus. Mais dans tout système un peu sérieux, vous avez besoin de borner la taille de vos queues pour éviter les plantages en cascade. Au final, de toute façon, on a moins de problèmes de mémoire avec des services qui tournent sur le disruptor qu'avec des services classiques. Oui, il y a une occupation mémoire assez importante dès le début, mais après, cette occupation, elle est stable. Et surtout, ça vous oblige à vous poser la question de la capacité dès le début. Et la question la plus intéressante, ce n'est pas forcément quelle est la taille du ring buffer, c'est plutôt comment est-ce que je veux que mon système se comporte lorsque mon ring buffer est plein. Le comportement par défaut du ring buffer, du disruptor, c'est de bloquer le producer lorsque le ring buffer est plein. En fait, quand vous voulez publier un événement dans le disruptor, vous faites appel à next pour obtenir un numéro de séquence. C'est cet appel à next qui est bloquant et donc qui va créer la back pressure, c'est-à-dire que ça va ralentir le producer le temps que le consumer puisse dépiler les messages. Alors, se faire bloquer le producer, ce n'est pas toujours ce qu'on a envie. Il y a certaines situations, par exemple, si on est sur un thread d'IO où on ne veut pas trop se faire bloquer, dans ce cas-là, on peut appeler try next, et là, on peut gérer nous-mêmes le cas où le ring buffer est plein. Par exemple, vous pouvez décider de dropper les messages. Alors, à ABC arbitrage, on n'a pas trop envie de dropper des messages, donc on a tout simplement un système qui traite les messages très vite. Il faut se rendre compte qu'avoir beaucoup d'éléments en attente dans son ring buffer, ça signifie tout simplement avoir une latence de traitement qui augmente, et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on veut éviter. Avoir une centaine d'events enqueués dans le ring buffer, c'est déjà un problème business pour nous à cause de la latence que ça va créer. Même si vous n'avez pas nos contraintes, ça reste une bonne pratique d'essayer d'avoir le moins de queuing possible dans vos disruptors. Normalement, avec des consumers assez performants et en utilisant bien le batching, on peut vraiment se débrouiller pour avoir des tailles de queue qui restent petites. Alors, je suppose que vous allez naturellement mesurer les latences de vos traitements. Je vous conseille également de mesurer le queuing de votre système pour comprendre un peu ce qui se passe. Ça, c'est un écran d'analyse qui affiche la taille de la queue d'un disruptor en prod sur une journée agitée. Alors l'échelle n'est pas très bonne, mais la valeur elle est souvent entre 0 et 1. Il y a juste un gros pic au début. Ça correspond à une phase de rechargement de données qui a lieu en dehors des heures de trading. Donc
on pourrait croire que ce petit pic est inoffensif comme ça, mais il nous a déjà posé problème. Il y a une situation où il faut être assez vigilant, c'est lorsqu'un disruptor enqueue un event sur un autre disruptor. Supposons par exemple que l'on ait le disruptor A qui de temps en temps enqueue un event sur disruptor B. Et disruptor B, de temps en temps, enqueue un event sur A. Vous voyez la blague arriver. A est full, il essaye d'enqueuer sur B. B est full et il est bloqué parce qu'il essaye d'enqueuer sur A. Deadlock. Et la blague, elle est encore plus courte si A essaye d'enqueuer un event sur A. A est full, deadlock. Donc ces deux erreurs, on les a faites pour vous, donc c'est bon, vous n'êtes pas obligé de les faire. En fait, elles ont lieu justement pendant une phase de rechargement de données où on se permet de faire du code un peu moins propre parce que c'est en dehors des heures de trading. Mais bon, si votre service il deadlock au démarrage ou au rechargement de données, c'est clairement un problème critique. Heureusement pour nous, c'est un problème qui a lieu en environnement de test. En fait, en environnement de test, on configure volontairement des tailles de ring buffer petites pour mettre en évidence ce genre de comportement. Donc c'est clairement quelque chose que je vous conseille de faire. Alors, il est temps de s'occuper du cas de l'état partagé. Il y a un moment où vous allez avoir des données que vous aurez besoin d'utiliser dans plusieurs disruptors ou dans plusieurs event handlers. Par exemple, supposons que l'on ait 5 X-engines différents dans notre application et ils ont tous besoin d'accéder au cours des devises. Vous pourriez vous dire, je vais faire un beau design, je vais créer un FX Rate Manager global qui va être responsable de stocker les cours des devises. Et puis j'injecte ce FX Rate Manager à tous les event handlers qui en ont besoin. À ce moment-là, je pourrais vous dire que vous n'avez rien compris au concept de message passing. Mais 1, ce serait un peu sévère, et 2, ce serait oublier que nous aussi, on a fait cette erreur à ABC arbitrage. Donc je vais me contenter de dire que ce n'est pas une utilisation efficace du disruptor. Le problème de ce design, c'est que vous créez un état partagé. Vous avez une instance qui est accédée par des composants qui tournent dans plusieurs threads. Et là, vous avez à la fois des risques d'impact sur les performances, des risques de bugs et des problèmes d'atomicité dans vos traitements. En fait, l'état partagé viole au moins 2 grands principes de design. Le premier principe, c'est que quand vous utilisez le disruptor, vous devez éviter à tout prix d'utiliser des locks et toute autre forme de synchronisation. Ce principe, il est là à la fois pour vous éviter des bugs et pour vous éviter des problèmes de performance. Vous avez entre les mains un framework de message passing performant codé par des gens assez compétents. Si vous mettez des locks dans vos event handlers, vous allez ruiner les performances de votre application. Et ça reste valable même si vous êtes un pro du memory model x86 et que vous faites du lock free. Avec du lock free, vous aurez une boucle de compare exchange, ça va vous créer de l'attente dans votre chemin critique. Et même avec du wait free, vous aurez des coûts associés au trafic mémoire et potentiellement au fault sharing. Donc, j'affirme absolument pas que vous n'êtes pas assez grand ou pas assez bon pour faire de la bonne synchronisation. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut jamais en faire. Je vous conseille juste de faire l'exercice de systématiquement chercher un design avec le moins de synchronisation possible. Le deuxième principe de design, c'est que l'état de vos event handlers doit être une fonction de vos events. Ce qui peut arriver avec le FX Rate Manager de tout à l'heure, c'est que vous êtes en train de traiter un event et vous avez besoin de récupérer un taux de devise. Vous récupérez le taux X. Un peu plus loin, vous avez besoin de récupérer un taux de devise et vous récupérez le taux Y. En gros, votre état peut changer pendant que vous êtes en train de traiter un event. Et là, une formule de calcul toute simple, où vous multipliez par le taux de devise et puis vous divisez par le taux de devise, va vous donner un résultat complètement aberrant parce que le taux aura changé. Donc, vous pouvez essayer de corriger le bug autrement en récupérant le taux et en le réutilisant à chaque fois. Mais vous n'allez pas faire ça avec toutes vos données partagées. La solution, elle est beaucoup plus simple. Vous supprimez le FX Rate Manager et à partir du producer, vous allez enqueue des modifications de cours de devise dans chacun des disruptors qui en a besoin. Et chaque event handler va stocker dans son état à lui les données dont il a besoin. Ça va créer un peu de duplication de données, mais c'est vraiment un tout petit prix à payer. J'en profite pour rappeler une règle classique de la programmation concurrente. Privilégier si possible les données isolées, partager éventuellement les données immuables. Nous, par exemple, on a des données de référentiel qui sont immuables et qu'on charge en début de journée,
et qu'on partage entre event handlers. Et en dernière option seulement, partager des données mutables. Alors maintenant qu'on a parlé à la fois du queuing et de la synchronisation, on peut attaquer le sujet de la conflation. La conflation, c'est un mécanisme qu'on peut mettre en place quand les données d'un event rendent obsolètes les données d'un event précédent. Et donc on peut remplacer tout ou partie d'un event par les données d'un event plus récent. L'objectif, c'est d'éviter de se retrouver dans cette situation. Le consumer a pris du retard et il a 2 mises à jour pour la même devise dans sa queue. Si jamais il traite séquentiellement ces 2 events, il va faire 2 traitements au lieu d'un seul, donc ça va impacter ses performances. Et lorsqu'il va traiter le premier event, il va potentiellement prendre une décision basée sur une donnée obsolète. Donc vous avez plusieurs options pour régler ce problème. D'abord, ce n'est pas toujours possible de faire de la conflation. Il y a certains systèmes où tous les events, tous les messages doivent être traités individuellement. Pour reprendre l'exemple de l'Appender Log4j, ce n'est pas possible de conflater les logs. Il faut traiter un à un tous les messages de log. Dans notre X-Engine, je vois bien comment on peut conflater la marquée data ou les cours de vise, mais je ne pense pas qu'on puisse conflater des acquittements d'ordre ou des exécutions. Ensuite, même quand c'est fonctionnellement possible de conflater les données, ce n'est pas pour ça qu'il faut absolument le faire. Si vous n'avez pas de problème de queuing et que ce n'est pas un risque métier de faire un traitement avec une donnée très légèrement obsolète, ce n'est pas la peine de s'embêter. Une autre option, c'est de faire un système de conflation classique. Dans la conflation classique, le producer et le consumer doivent avoir du code spécifique. Le principe, c'est que le producer doit pouvoir savoir qu'on a déjà ajouté un élément en queue, mais qui n'a pas été dépilé. Dans ce cas-là, il va se contenter de modifier l'élément. Ça nécessite forcément une forme de synchronisation. Comme ce n'est pas géré par le disruptor, vous allez devoir le coder vous-même. Je vais vous montrer un exemple de code simple mais fonctionnel de conflation sur ce style. Le principe, c'est que le producer a une structure de données que j'ai appelée ici fxRate conflater. Cette structure de données, elle va permettre de savoir si on a déjà ajouté un élément en queue. Elle sert aussi à la synchronisation entre le producer et le consumer. Donc la synchronisation, elle est par devise. Il n'y a évidemment pas de log global qui serait inutile et impactant sur les performances. À chaque fois que le producer veut ajouter un élément, veut publier un élément, il va appeler add_merge sur le conflater. Add_merge est plutôt simple. Il va prendre un lock. Alors là, j'ai mis un lock normal, mais ça fonctionne très bien avec un spin lock. S'il n'a pas déjà d'event, il appelle add. Sinon, il appelle merge. Le add va simplement publier un event dans le ring buffer et récupérer une référence sur cet event. Dans l'event, il met à la fois le taux de devise et le conflater qui servira à la synchronisation. Le merge est plutôt simple. On se contente d'utiliser l'event courant et de mettre à jour son cours de devise. Côté consumer, la seule chose à faire, c'est d'appeler detach sur le conflater. Detach va simplement déréférencer l'event courant et donc permettre de l'utiliser sans risque. Alors, cette option de conflation, ce n'est pas celle que j'ai envie de vous conseiller. Elle nécessite de modifier à la fois le code du producer et du consumer. Elle impacte les performances du producer puisque c'est lui qui fait la conflation. Et elle a des performances plutôt correctes en monoproducer, mais dès qu'on ajoute des producers, ça va créer de la contention supplémentaire. Et aussi, elle masque le queuing. Au lieu d'accumuler des events, vous allez conflater et avoir l'impression que tout va bien. D'ailleurs, si vous choisissez cette option, c'est indispensable d'ajouter la métrique du taux de conflation pour comprendre un peu ce qui se passe dans votre système. Et pour finir, c'est une conflation qui utilise de la synchronisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on peut éviter la synchronisation, c'est mieux. Donc je vous propose une autre option. Cette option, elle consiste à avoir un producer qui est totalement ignorant de la conflation. Donc à chaque fois qu'il veut publier une donnée, il va ajouter une donnée dans le ring buffer, systématiquement. Et en fait, à chaque fois qu'un event handler prend du retard, le disruptor va lui envoyer un batch d'event. Le principe, c'est d'utiliser ce batch pour faire la conflation.
L'algo est plutôt simple. Donc tout le code est dans l'event handler. Cette fois-ci, il n'y a rien côté producer. On ajoute les events dans une liste en mémoire sans les traiter. C'est add to batch or merge. Et seulement quand le batch est terminé, on va traiter tous les events accumulés. La conflation, elle a lieu dans add to batch or merge. Dans cette méthode, on va simplement ajouter les events à la liste du batch. C'est la dernière ligne, hein, batch-events.add-data. Et si on est dans le cas du FX rate et qu'on a déjà un taux de devise pour cette devise donc, dans le batch, on se contente de faire un merge. Alors, je vous passe les commentaires pour la méthode process batch et clear batch. Donc là, on a une méthode fonctionnelle de 20 lignes de conflation. Cette solution, elle scale très bien en multiproducer parce qu'en fait, la synchronisation, elle est gérée par le disruptor. Un autre avantage, c'est que la conflation, elle peut être faite par handler. Au sein du même disruptor, on peut avoir un event handler qui fait de la conflation et un autre qui n'en fait pas. Son seul point faible, quelque part, c'est qu'elle elle va générer du queuing lorsque l'event handler prend du retard. Mais tant que l'event handler a la capacité de rattraper son retard, ce n'est pas un problème. Une fois que vous serez habitué au disruptor, vous allez trouver que le event handler, c'est une bonne unité de conception. On peut donner des responsabilités spécifiques à un event handler. Si un event handler est trop gros, on peut le découper en 2 event handlers plus petits. Vous allez aussi trouver que c'est une bonne unité pour écrire des tests. Si l'état de vos event handlers découle de vos events, en fait, écrire des tests, ça va juste être injecter des events à votre composant et vérifier qu'ils se comportent correctement. Donc, vous allez sûrement écrire plein d'event handlers. Vous allez les ordonner en fonction de votre workflow fonctionnel, puis en fonction de leur criticité, éventuellement en fonction de leur performance. Le problème, c'est que le event handler, ce n'est pas juste une unité de conception et de test. À la base, c'est plutôt une unité d'exécution. Chaque handler a son propre thread et conceptuellement sa propre queue. Et même si la synchronisation du disruptor est très rapide, elle a quand même un coût. Donc créer trop d'event handlers ou créer des event handlers uniquement pour des raisons de design, ce n'est pas forcément une bonne idée et ça peut avoir un impact sur les performances. Mais en fait, ce n'est pas un problème si vous distinguez bien vos event handlers logiques, c'est-à-dire les classes de handlers que vous créez, des handlers physiques, c'est-à-dire ceux que vous enregistrez sur le disruptor. Et pour pouvoir distinguer les deux, il suffit d'avoir un moyen de regrouper les handlers lorsqu'ils sont enregistrés sur le disruptor. Et en fait, un simple handler composite de quelques lignes permet de faire ça. Ensuite, il suffit d'utiliser ce handler composite pour créer des groupes qui correspondent aux unités de threading et de queuing qui vous intéressent. Par exemple, si les handlers 1 et 2 font partie de notre chemin critique, pour lequel on veut absolument minimiser la latence, on va les mettre dans le même thread. Ça va permettre de supprimer le coût de synchronisation entre les deux. Ensuite, on pourrait mettre tous les handlers non critiques ensemble, ou bien décider comme ici que le handler 5 est un peu trop lent, qu'il risque de créer trop de retard dans son groupe, et donc le mettre dans un thread à part. Alors, le dernier point qu'on va aborder ce soir, ça concerne les logs binaires. Le principe, c'est tout simplement d'enregistrer sur disque tous vos events. C'est un peu l'équivalent du transaction log d'une base de données. Ces données, elles peuvent servir de simples logs que l'on peut parser et analyser en cas de problème, mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Si vous suivez bien les conseils de cette présentation, vous allez avoir l'état de votre application qui dépend uniquement du flux d'events. Ça signifie qu'on peut retrouver l'état de l'application à partir des logs. Donc, une possibilité, c'est de faire comme Emacs et de considérer que ces logs constituent l'état de votre application. L'idée, c'est de faire une forme d'event sourcing, ou plutôt de command sourcing en l'occurrence. Donc, au redémarrage de votre application, vous pouvez recharger votre état uniquement à partir du flux d'event, à partir des logs. Alors, c'est vraiment très intéressant, mais c'est quand même d'un niveau de complexité important. D'abord, vous allez devoir gérer toutes les problématiques classiques de l'event sourcing, comme le versionning des events et le support des snapshots. Pour moi, le support des snapshots, c'est le début des ennuis.
on passe d'un domaine modèle qui peut être codé naturellement et sans contrainte à un domaine modèle qui doit pouvoir s'enregistrer et se recharger sur disque. En plus de ces problématiques, votre log binaire va devenir aussi critique que le transaction log d'une base de données. Ça veut dire que comme dans une base de données, vous allez devoir d'abord écrire dans votre log avant de traiter vos events. Alors Lmax le fait très bien, donc c'est possible, mais il faut s'assurer que ça n'a pas d'impact sur vos performances. Ça signifie aussi que si vous avez un échec d'écriture, vous ne pouvez pas continuer sans les logs. L'échec d'écriture devient une erreur critique qui rend votre application indisponible. Donc, à cause de toutes ces raisons, nous, on a décidé de ne pas faire comme ça. Jusqu'à présent, on s'est contenté d'enregistrer les events à la dernière étape du disruptor. Déjà, ça évite d'avoir une écriture sur disque dans son chemin critique. Et si jamais on a un échec d'écriture, on peut décider de continuer temporairement sans l'enregistrement. J'ai appelé ça le mode unsafe parce qu'on n'a aucune garantie qu'on puisse reconstruire l'état de l'application à partir des logs binaires. Ça a un petit avantage aussi, c'est qu'on peut enregistrer des choses qui sont passées pendant le traitement des events. Si jamais vous enrichissez vos données, vos events pendant le traitement, eh bien vous pouvez capturer ces données supplémentaires à la fin et les enregistrer. Alors, donc, nos logs binaires ne servent pas à reconstruire l'état de notre application. En fait, nos logs binaires ne sont même jamais lus par notre application. Et pourtant, ils sont quand même bien pratiques. Leur raison d'être principale, c'est de permettre de débugger, d'analyser ce qui s'est passé en production. On a un mode d'exécution de nos event handlers qu'on appelle le replay. Le principe, c'est tout simplement de réexécuter le code du event handler en rejouant les events de la production. On est capable de rejouer une situation de production à l'identique. On peut même mettre des breakpoints et débugger en pas à pas pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, j'ai conscience que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment puissant, et quand on s'est habitué à ça, c'est dur de revenir en arrière. À la base, on avait ajouté les logs binaires uniquement pour ce système de replay, et puis on s'est rendu compte que ça pouvait servir à d'autres choses. Nos quants, par exemple, se sont pas mal appropriés le concept. Ils utilisent le replay donc pour contrôler le fonctionnement de leurs algorithmes. Et puis, ils utilisent une variante du replay comme source de données pour faire de la recherche. Ça leur permet de tester des variations dans leurs algos. On s'est aussi rendu compte que c'était très pratique d'avoir le flux d'event de la prod pour le travail d'analyse des performances. En fait, on peut charger une journée de prod en mémoire et rejouer en quelques minutes tous les events avec un profiler attaché. Ça permet d'identifier des parties du code qui ont besoin d'être optimisées. Alors, pouvoir rejouer les events, c'est vraiment pratique, mais il faut quand même faire attention à certains détails. Il faut absolument que 100% de l'état des event handlers puisse être reconstruit à partir des events. Par exemple, quelque chose d'assez classique, c'est qu'on ne peut pas utiliser datetime.utcnow. À la place, on doit capturer le temps au début du traitement d'un event, figer le temps pendant toute la durée de traitement de l'event et enregistrer le temps avec l'event pour pouvoir le rejouer à l'identique. Quelque chose qui nous a posé pas mal de problèmes aussi, c'est la question de l'état initial de nos event handlers. Si nos event handlers s'initialisent en allant lire en base de données des paramètres du référentiel, rien ne nous garantit, quand on va faire le replay, que ces données seront les mêmes. La solution qu'on a trouvée à ce problème, c'est tout simplement de charger l'état initial dans un composant externe. Ce composant externe charge l'état initial et ensuite, il envoie des events d'initialisation au disruptor. Ces events, ils sont enregistrés dans les logs binaires et ça nous permet de capturer notre état initial. Alors, on arrive à la fin de ce talk. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en réalité, le disruptor, par le nombre de lignes de code et le nombre de classes, c'est vraiment un tout petit framework. Il doit y avoir moins de 70 classes en tout, en incluant les classes internes. Et pourtant, il y a énormément de choses à apprendre et à découvrir en l'utilisant. Là, j'ai dû traiter moins de la moitié des sujets que j'avais en tête, et il y a plein de choses que je ne connais pas. Donc, c'est vraiment un projet intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce qu'on apprend en utilisant le disruptor, ce n'est pas des choses qui sont spécifiques à un framework. La plupart des idées de ce talk sont des choses que l'on peut appliquer comme ça dans tous les systèmes distribués, dans tous les systèmes concurrents, dans tous les systèmes qui font du message passing ou dans les systèmes qui font de l'event sourcing. On n'entend pas beaucoup parler du disruptor ces derniers temps, mais il continue tranquillement à être le moteur de marchés financiers, d'automates de trading et de plein d'autres applications un peu partout dans le monde.
Je vous conseille vraiment de vous y intéresser. C'est terminé. Merci pour votre attention. Des questions? Je vérifie le micro. Ouais, c'est bon. On peut boire et vous poser les questions autour d'une bière. C'est aussi possible. Personne vraiment? Ah, si, vas-y. Bonsoir, merci pour le doc. Je suis pas du tout du monde financier, donc des fois je pose des questions bêtes, mais la latence, t'en as parlé, le débit en nombre de messages, c'est qu'est-ce que vous traitez à peu près l'ordre de grandeur? Et est-ce que c'est important? La question c'est est-ce que justement c'est important et Est-ce que c'est important? Un grand nombre. Ouais, de messages, c'est quoi les ordres de grandeur hein? Alors j'ai pas par, je pense que j'ai des ordres de grandeur, je dirais des millions par jour sur un composant. Enfin, mais j'ai pas les chiffres précisément en tête, quoi. Okay. En fait, ça dépend. La market data, c'est un débit monstrueux. Et après, des messages comme des ordres, des exécutions, c'est aussi très important, mais c'est pas le même ordre. Donc, je sais pas exactement de quoi tu veux qu'on parle, mais si c'est juste les données d'entrée ou les données entrée-sortie, etc., c'est pas exactement la même chose. On va dire qu'on a un débit d'entrée qui est bien supérieur au débit de message qu'on envoie, mais on a quand même un débit de message qu'on envoie qui est très 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 violent. Okay. Donc